Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans ce 19h. Tout de suite les titres de ce jeudi 11 juillet 2019. Des acteurs de développement de plusieurs dizaines de pays sont réunis à New York depuis ce mardi 9 juillet dans le cadre du forum politique de haut niveau sur le développement durable pour analyser les perspectives de mise en œuvre des objectifs du développement durable. Les débats se poursuivent jusqu'au 18 juillet, date à laquelle d'importantes résolutions sont attendues. Dans notre dossier entrepreneuriat, nous reviendrons sur le commerce de jus glacés et autres crèmes en vogue dans les espaces publics en Côte d'Ivoire. Depuis des décennies, les Ivoiriens sont familiers de ce genre de produits. Focus sur une activité sans exclusive en fin d'édition. Et comme il est de coutume, nous recevrons dans le cadre de notre plateau annonceur nos entreprises partenaires, sans oublier votre jeu Tombola, c'est Ped Money. Bienvenue donc dans cette édition. Première étape de ce journal, la Côte d'Ivoire, où les acteurs de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle étaient réunis ce mardi 9 juillet à Abidjan dans le cadre d'un atelier consacré à la validation de la politique nationale de l'enseignement supérieur, PNES. Objectif de ce programme, trouver des réponses adéquates aux problématiques du secteur et tracer des orientations claires et cohérentes. Le PNES s'inscrit dans la volonté du gouvernement ivoirien de revaloriser le secteur de la formation professionnelle de sorte à répondre efficacement aux exigences de transformation économique. Des responsables d'universités du Vietnam et du Cambodge, une vingtaine au total, étaient réunis les 1er et 2 juillet dernier à Hanoï, au Vietnam, dans le cadre d'un atelier portant sur l'intelligence collaborative qui avait pour but de proposer des solutions aux États pour la résolution de problèmes environnementaux et sociaux dans l'enseignement supérieur. Les enseignants des différentes universités ont mis ensemble leurs idées pour la gestion de ces thématiques, alors que cette rencontre est la deuxième du genre, organisée dans le cadre du programme Actif, Action pour l'innovation francophone, mise en place par l'Agence universitaire francophone pour outiller les États dans l'atteinte des objectifs de développement durable. On marque un arrêt sur la session 2019 du BTS en Côte d'Ivoire, en tout cas pour ce qui concerne les étudiants en comptabilité et finance. Le professeur Georges Mlapa était dans nos studios récemment dans le cadre de l'émission Complément de cours pour expliquer les méthodes de révision et d'abordage des épreuves de gestion financière. Extrait. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'épreuve de gestion financière. Et donc, première question pour cela, c'est comment l'étudiant doit appréhender, comment doit-il établir son programme personnel en gestion financière précisément? Ok, donc merci déjà d'avance. Puis je profite encore pour vous dire merci pour l'occasion que vous m'offrez ce matin, voilà, donc pour m'exprimer un peu sur la question de la gestion financière. Alors, donc il faut dire que la gestion financière est une matière présentielle et pour tous les étudiants qui sont issus du parcours des financiers. Et c'est une matière au fait à coefficient 5. Voilà, donc il mérite une bonne préparation. Alors donc je pense déjà que c'est un programme qui s'étale sur 2 ans, c'est-à-dire qu'il faut une première partie en première année et la deuxième partie, il va ça en deuxième année. Voilà. D'accord, et comment l'étudiant devrait appréhender ce sujet-là quand on sait qu'il y a autant de choses à retenir que de mise en application? Alors déjà, à ce sujet, il faut dire que la gestion financière est un module qui regroupe en son sein 4 matières. C'est-à-dire que pour mieux s'en sortir en gestion financière à l'examen, il faut maîtriser d'abord la comptabilité générale, ensuite il faut maîtriser la fiscalité, il faut maîtriser le contrôle de gestion, il faut également aussi une petite dose de comptabilité des sociétés. Ce sont ces 4 matières réunies qui forment l'épreuve de gestion financière. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'en gestion financière, comparément aux autres disciplines, il y a des chapitres sur lesquels faut-il se focaliser? Bon, déjà, pour répondre à cette question, il faut dire que l'épreuve de gestion financière à l'examen est composée de 7 chapitres. Nous avons déjà le bilan financier, après nous avons le bilan fonctionnel. Et ça sont des matières qui doivent avoir logiquement, des chapitres qui doivent avoir logiquement en première année. Maintenant, en deuxième année, nous avons la prévision du besoin en fonds de roulement normatif. Après ça, nous avons le choix des investissements et suivi du choix des modes de financement. Après ça, il doit y avoir la planification financière à long terme.
et finir par le TAFIR. Le TAFIR qui est devenu maintenant aujourd'hui le tableau des flux de trésorerie, parce qu'on ne doit pas rester comme ça sans savoir que le Cisco-ADA a été réformé. Donc aujourd'hui, on ne parle plus du tableau financier des ressources et des emplois, mais plutôt on parle du TFT, du tableau des flux de trésorerie. C'est une épreuve très délicate. Alors, ça mérite une bonne préparation, parce que le jour de l'examen, quand l'étudiant finit de faire la lecture du sujet, automatiquement, il doit avoir la réponse à 80%. C'est clair. S'il n'a pas pu avoir cette réponse-là dans les médias, dans les 30 minutes qui vont suivre, c'est qu'il doit passer à côté. Pour vous dire qu'on ne va pas là pour réfléchir en gestion financière. Non. On ne va pas là pour réfléchir. Dès qu'on finit la lecture, ben, automatiquement, on doit avoir la réponse. Parce que, un exemple, ce n'est pas le jour J qu'un étudiant doit apprendre, par exemple, à calculer la vanne, ou bien le tir, ou bien l'IP, en choix d'investissement, par exemple. Ce n'est pas le même jour que l'étudiant va apprendre à décomposer les éléments, par exemple, quand je prends le besoin fondement normatif, va apprendre à faire ces histoires de TE et CS. Non, ce n'est pas le jour J. Donc, tout ça là, c'est fait d'avance. Donc, l'étudiant doit avoir une bonne préparation. Même après les cours, il doit pouvoir se retirer. Je pense quand même qu'il y a des renforcements aussi, même qui s'organisent ici et là. Donc, l'étudiant doit pouvoir participer à ces renforcements-là, donc pour avoir encore plus, voilà, donc, de force, donc, pour pouvoir affronter cette épreuve très délicate qui fait quand même coefficient 5. L'Union africaine dispose d'une agence officielle pour accélérer la mise en œuvre de ses projets de développement. Il s'agit de l'agence de développement de l'Union africaine AUDA-NEPAD, qui succède donc au NEPAD né au début des années 2000. La décision de la création de l'AUDA-NEPAD a été prise les 4 et 5 juillet dernier à Niamey, au Niger, lors de la 35e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. L'AUDA-NEPAD devra donc jouer un rôle d'assistance auprès des États et d'encadrement dans l'exécution de leurs projets de développement. Ouverture ce mardi 9 juillet à New York de la réunion du Forum politique de haut niveau sur le développement durable. L'événement, qui doit se poursuivre jusqu'au 18 juillet, rassemble des délégations de plusieurs dizaines d'États venus pour évaluer ensemble des avancées en matière de mise en œuvre des objectifs de développement durable dans les domaines de l'éducation, de qualité de travail décent, l'égalité, le changement climatique, la justice et les partenariats. Cette rencontre, qui intervient donc 4 ans après le lancement du Programme mondial de développement durable, devrait booster les efforts internationaux dans le sens de l'autonomisation des populations, d'où le thème de ce forum, autonomiser les populations, gens, et assurer l'inclusion et l'égalité. L'actualité économique en Afrique du Nord. On commence par le Maroc, où la croissance devrait enregistrer un léger repli en 2019 pour passer à 2,7% contre 3,2% l'an dernier. Une contre-performance que le HCP, le Haut Commissariat marocain au plan, impute à la mauvaise campagne céréalière qui devrait reculer de 40% cette année. Le HCP prévoit cependant une relance de l'économie dès l'an prochain, avec un taux de croissance du PIB qui pourrait se situer à 3,7% grâce au dynamisme des autres secteurs stratégiques. Après le Maroc, on met le cap sur la Tunisie, où les chiffres de la balance commerciale se montrent négatifs pour le premier semestre de l'année 2019. D'après les données publiées par l'Institut national de la statistique, INS, le déficit commercial cumule actuellement à 3,20 milliards de dollars pour la période allant du 1er janvier de cette année au 30 juin, avec des exportations qui se chiffrent à 22,90 milliards de dinars. Pour des importations estimées à 32,68 milliards de dinars. Le solde de la balance commerciale a en revanche enregistré un excédent avec d'autres pays, donc la France, la Libye et le Maroc. Direction maintenant le Zimbabwe, où les compagnies aériennes pourraient avoir gain de cause au terme de plusieurs années d'attente pour le règlement des dettes encourues à l'État zimbabwéen. Harare doit jusqu'à 196 millions de dollars aux entreprises du secteur selon l'Agence internationale du transport aérien, l'IATA, dont le directeur pour l'Afrique, Mohamed Ali Al-Bakri, a rassuré au sortir d'une audience ce mardi 9 juillet avec le chef de l'État zimbabwéen Emmerson Mnangagwa que la finalisation du paiement se fera incessamment.
Le Zimbabwe est confronté à une pénurie de devises forte du fait de l'hyperinflation qui frappe le pays depuis plusieurs années. L'accès à l'électricité en Afrique, la question revêt un enjeu crucial dans toutes les régions du continent. Quelle est la réalité en Côte d'Ivoire et que pensent les Ivoiriens au niveau de la couverture en électricité dans leur pays? On suit le micro-trottoir avec Christian Ago. Bon, pour l'accès de l'électricité en Côte d'Ivoire, ce que je pour l'instant c'est un peu bon. Mais de revoir encore la situation, comme il y a les plus démunis, pour pouvoir encore renforcer la manière comment la société fonctionne en Côte d'Ivoire. Donc je pense que pour l'instant c'est bon, mais il faut encore plus améliorer la situation pour que les Ivoiriens puissent avoir facilement l'accès et le coût, la facturation de l'électricité revoir en baisse. Je pense que cela pourra nous arranger tous. Bon, disons l'électricité en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup coûteux. Parce qu'on ne peut pas admettre que la Côte d'Ivoire produit l'électricité, il donne aux pays voisins. Et nous qui produisons, on n'a pas accès facilement à l'électricité. Ce n'est pas normal. Normalement, tous les habitants, comme la population même, doit avoir un compteur qui doit être un peu moins coûteux pour que tout le monde puisse avoir accès à ça. Donc je crois bien que s'il y a des doléances à vous demander, c'est pour que même ceux qui sont dans les maisons en bois, peut-être ils ont besoin de leur compteur pour pouvoir essayer d'évacuer un peu à leur occupation, essayer de charger même les téléphones. Mais ils n'arrivent pas, puisqu'on ne peut plus prendre les courants, comme on le dit dans nos jargons, les courants banana. On ne peut plus, puisque quand on t'attrape, tu es en prison. Non, mais quand c'est comme ça, l'État ou la CIE doit mettre les moyens à la disposition des populations pour que chacun d'entre nous, au moins, peut avoir un compteur. Voyons maintenant ce qu'il en est à une échelle plus large. Plus de 600 millions d'Africains sont privés d'électricité en dépit de nombreuses potentialités du continent en matière de ressources hydroélectriques. Plus de précisions sur ce sujet dans le doc. Plus de 640 millions d'Africains n'ont pas accès à l'énergie, ce qui correspond à un taux d'accès légèrement supérieur à 40%, le niveau le plus faible du monde. La consommation d'électricité par habitant en Afrique subsaharienne, Afrique du Sud exclue, est de 180 kWh contre 13 000 kWh par habitant aux États-Unis et 6 500 kWh en Europe. L'accès à l'énergie est vital non seulement pour atteindre les objectifs en matière de santé et d'éducation, mais également pour réduire le coût de la pratique des affaires, libérer le potentiel économique et créer des emplois. L'accès insuffisant à l'électricité cause chaque année des centaines de milliers de décès dus à l'utilisation de foyers à bois pour la cuisine, entrave le fonctionnement des hôpitaux et des services d'urgence, compromet les objectifs d'éducation et accroît le coût de la pratique des affaires. L'accès à l'électricité est par conséquent un des facteurs clés de la croissance inclusive, d'autant plus qu'il crée des possibilités pour les femmes, les jeunes, les enfants, tant en milieu urbain que rural. L'Afrique est dotée d'un immense potentiel énergétique, énergie renouvelable notamment, mais elle n'en utilise actuellement qu'une partie. L'hydroélectricité fournit environ 1/5 de la capacité actuelle, mais le potentiel utilisé ne correspond même pas au 10e du total. Le potentiel technique d'énergie solaire, éolienne et géothermique et de la bioénergie est également important. En matière d'électrification, l'Algérie est majeure de sa promotion en Afrique. Selon les chiffres de la Banque mondiale, le pays est couvert à 100%. Il est d'ailleurs le seul dans ce cas. Même si l'Égypte et la Tunisie, 98,8%, ou encore la Libye, 99,4%, s'approchent elles aussi de la perfection. La majeure partie du continent est couverte pour moitié, comme par exemple au Sénégal, 61%, au Nigeria, 57,7%, en Namibie, 49,6%, ou encore au Soudan, 44,9%. En revanche, de nombreux pays africains sont encore faiblement électrifiés. C'est le cas du Mali, 23,7%, en Somalie, 19,1%, à Madagascar, 16,8%, ou encore en République démocratique du Congo, 13,5%. Le Libéria, 9,1%,
le Tchad 8%, le Burundi 7% et le Soudan du Sud 4,5%. Sont les pays ayant le taux d'électrification le plus bas en Afrique. Eh bien, nous vous le disions tout à l'heure, nous sommes maintenant à l'espace annonceur et c'est à Achetec Bamako que nous partons pour rencontrer Ouattara Yaye. Bonsoir mademoiselle. Je réponds au nom de Yaye Ouattara, étudiante en licence professionnelle option communication d'entreprise et gestion des ressources humaines à Achetec Mali. J'ai 20 ans. Je suis également major de ma promotion depuis maintenant 3 ans. D'accord. Eh bien, pourquoi avez-vous choisi Achetec? Bon, disons que mon choix s'est porté sur Achetec grâce à des connaissances qui sont passées également ici. Donc, on m'a parlé de la qualité d'études. Et donc, du coup, je suis venue m'inscrire et je peux dire que je ne regrette absolument pas mon choix. Parce que on peut dire que, voilà, Achetec a vraiment une bonne qualité d'études. D'accord. Et donc, après une licence obtenue à Achetec, quels ont été les débouchés et quels conseils avez-vous à donner à vos jeunes frères et sœurs académiques? D'accord. Comme je le disais tantôt, Achetec m'a vraiment beaucoup apporté. Nous avons ici en fait une très bonne qualité d'études. Achetec est une université vraiment sérieuse. D'accord. Nous avons de très bons professeurs également qui ont une pédagogie vraiment hors norme, si je puis dire. D'accord, oui. Oui, et concernant le conseil que je peux donner en fait à mes jeunes frères et sœurs, de vraiment chercher à s'instruire, de se donner vraiment les moyens pour vraiment réussir. Et si pour cela, il faut passer par Achetec, je les invite vivement à venir s'inscrire ici à Achetec. Comment faire pour vous joindre en cas de... En cas de besoin, vous pouvez, disons que Achetec est situé en fait à Badalabougou, Est, avenue de l'OUA, boîte postale 2185 Bamako. Notre numéro de téléphone, c'est le 20 23 24 71. Nous avons également le 76 21 18 00. Le 66 76 70 72. Nous avons également une page Facebook Achetec Mali et un site internet et un site web, je dirais. C'est le www.achetecbamako.ml. Nous avons également l'email info@achetecbamako.ml. D'accord. Eh bien, je rappelle, vous êtes Ouattara Yaye, étudiante en licence professionnelle communication et gestion des ressources humaines et vous êtes major de promotion à Achetec Bamako depuis maintenant 3 ans. Oui, effectivement. Et donc, félicitations et merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Il n'y a pas de sommétier dit l'adage. Ceci est particulièrement vrai pour les vendeurs ambulants de crème ou de jus glacé. À Abidjan et dans les grandes agglomérations du pays, on connaît bien cette activité que les générations découvrent au fur et à mesure. Focus sur un business dont la rentabilité reste cependant discrète. C'est parti pour le dossier entrepreneurial de cette édition. Au cœur des tendances alimentaires de toutes les générations en Côte d'Ivoire, les jus et crèmes glacées ont toujours constitué un important potentiel d'investissement pour les candidats à l'entrepreneuriat de proximité, que ce soit dans les gares routières, autour des lieux publics et même au passage dans les rues. La présence de ces jeunes gens conduisant des charrettes en thermos contenant des jus et crèmes glacées marque indéniablement le paysage urbain tant à Abidjan que dans les localités de l'intérieur du pays.
Entre autres produits phares proposés par ces jeunes, du Tampico, de la crème Star ou encore du Popito et même des cornets à glace que les populations affectionnent particulièrement. Mais pour beaucoup, la réalité qui conditionne ce milieu est loin d'être une préoccupation. Qu'en est-il du niveau de compensation financière des efforts consentis par ces jeunes gens ? C'est cet angle des choses que nous avons cherché à savoir en approchant les acteurs du secteur, depuis les fournisseurs jusqu'aux détaillants, pour parler des pions les plus visibles du jeu. C'est dans des magasins situés par endroits dans les quartiers de la capitale économique ivoirienne que l'on retrouve des centres de distribution de ces produits alimentaires. Ceux qui les détiennent, ce sont des entrepreneurs qui ont saisi la pertinence de ce business et un caractère infailliblement rentable dans un contexte de fragilité économique des populations. Moins chers, aguichant au coût, ces produits sont à la portée du grand nombre et cela vaut un investissement qualitatif pour se positionner comme un acteur de prédilection sur le marché. Pour s'assurer de la rentabilité de leurs affaires, ces grossistes mettent en place un réseau d'écoulement des marchandises de sorte à maximiser la disponibilité de ces denrées auprès de plus grand nombre. Ça marche, mais tant de plus le marché n'est pas trop comme cela. S'il y a assez de vendeurs, on s'en sort. Au minimum de 100 000 comme cela par jour. Au minimum de 100. La règle dans ce business, c'est d'être strict dans le deal avec les détaillants pour permettre aussi à des jeunes désœuvrés de se faire des revenus. Des accessoires sont offerts tels que des charrettes et tout l'équipement qui va avec. Et pour le reste, il incombe aux détaillants de faire le nécessaire pour évacuer le maximum d'articles. Rémunération oblige. Comme il y a une place au moins qui va, ça fait que bon, tu peux gagner au minimum 5 000. Ça veut dire que pour avoir 5 000, il doit avoir 25 000. C'est justement cet effort de rentabilité qui absorbe les ressources physiques qui suscite une certaine carence dans la pratique de ce business. Certes, la possibilité de se faire du sou existe, mais pour l'essentiel, le niveau de gain dépend de la quantité de sueur dégagée, puisque ces jeunes revendeurs sont amenés à se promener intensement, et ce, généralement sous un soleil peu tolérant. Quoi qu'il en soit, le business marche bien en se projetant dans des perspectives futuristes. Il est fort à parier sur une redynamisation de ce secteur, pourvu que ces acteurs, notamment les grossistes et même les entreprises fabricantes, sachent faire preuve de génie dans l'innovation. Il est temps d'apporter un peu de sourire dans cette édition et comme à l'accoutumée, la tombola CLP de monnaie, c'est parti. Eh bien, la tombola CLP de monnaie, vous désirez y participer et être un potentiel futur gagnant. Comment y participer? C'est parti dans cette capsule. Désormais, pour tous vos transferts d'argent, choisissez CLP de monnaie. C'est la solution la plus simple et la plus avantageuse. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ça marche avec tous les réseaux et en plus, c'est moins cher. Vous pouvez le vérifier vous-même par les grilles tarifaires. Avec CLP de monnaie, votre argent sera payé quel que soit le montant et l'heure, grâce aux milliers d'agents agréés qui sont partout et les agents CLP Finance qui sont dans les principales grandes villes de la Côte d'Ivoire. Vous voulez bénéficier de ces avantages? C'est simple. Installez rapidement l'application CLP Monnaie sur votre téléphone via Play Store ou App Store. Rendez-vous chez l'agent agréé ou dans une agence CLP pour créer et recharger votre compte et envoyer de l'argent à qui vous voulez partout en Côte d'Ivoire, quel que soit son réseau. Ce n'est pas tout. Vous pouvez même gagner beaucoup d'argent grâce à la tombola CLP de monnaie. Ah oui, pour cela, gardez soigneusement le code tombola de la carte prépayée CLP de monnaie qui a permis de recharger votre compte ou votre numéro de transaction. Téléchargez gratuitement sur votre téléphone l'application de la Web TV 2EF TV sur Play Store ou App Store pour suivre le tirage au sort qui se fait chaque soir à 19 h sur cette télé. Votre numéro peut être tiré au sort et vous pouvez gagner gros. CLP de monnaie, c'est moins cher et ça marche avec tous les réseaux. Pour effectuer tous vos transferts d'argent, rendez-vous chez l'agent agréé CLP ou dans l'agence CLP la plus proche.
Contacte 22 41 55 85 ou la liste des agences et agents agréés sur www.celpetfinance.com. Eh bien, trêve de suspense, il est temps maintenant de passer au tirage pour découvrir le gagnant du jour. Nous effectuons le tirage comme chaque jour et nous allons découvrir le gagnant de cette journée. Ils nous viennent de partout, bien sûr, les participants à cette tombola Celped. Et donc, nous allons confirmer le tirage. Bien, il est peut-être temps de revenir sur les modalités pour participer à la tombola. Et donc, tout d'abord, il faudra télécharger l'application Celped Money disponible sur Play Store ou App Store. Il faudra se rendre dans l'agence Celped Money la plus proche pour ouvrir son compte Celped Money. Ensuite, recharger ce compte-là avec une carte prépayée. Il y a des cartes de 5 000, de 10 000 francs, de 20 000 francs, de 25 000 francs, de 50 000 francs et même de 100 000 francs. Ces cartes-là vous serviront à recharger votre compte Celped Money. Vous allez garder le code Tombola à l'arrière de la carte, suivre la Tombola sur 2FTV en rechargeant l'application et justement, le tirage, nous y revenons pour découvrir le gagnant du jour. Très bien. Le gagnant du jour nous vient donc de Oumé. Voilà, il nous vient de Oumé avec le code Tombola 29 26 95 52 47 97 40. Je le répète, le vainqueur nous vient de la localité de Oumé avec le code Tombola 29 26 95 52 47 97 40. Il est donc prié de se rendre dans l'agence Celped Money la plus proche pour récupérer sa cagnotte. C'était tout pour la tombola Celped Money du jour. Accordons-nous à présent quelques instants pour découvrir l'actualité des cours du franc CFA pour cette journée. Il est donc temps de se dire au revoir. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction et de réalisation. Rendez-vous dans de prochaines éditions. Jusque-là, restez connectés sur 2FTV.